définition, on va dire simple, qui n'est pas parfaite de la low-tech, mais qui est facile à comprendre, c'est on va dire une approche qui permet de mettre en œuvre des pratiques et des techniques qui sont plus simples, plus accessibles et plus durables pour répondre aux besoins essentiels des personnes. Alors on a mis le pied dans l'approche low-tech, nous c'était avec plusieurs collègues on va dire de l'association du Low-Tech Lab, c'était dans le cadre d'un projet de développement au Bangladesh entre 2010 et 2014. On s'est retrouvé un petit peu à découvrir l'envers du décor qui était généré par nos sociétés, qui nous a pas trop donné envie. Et en fait, en regard de ça, on a découvert comment les populations locales, sans que ce soit parfait, arrivaient bon an mal an à répondre à leurs besoins justement de manière plutôt simple, plutôt accessible et plutôt durable. Et ça nous a super intéressés de mettre en avant cette espèce d'ingéniosité et puis les pratiques et les techniques qui en découlaient. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à creuser le sujet des low-tech. Je pense que le fait d'être issu d'un contexte rural et artisan, j'ai toujours eu un fort intérêt pour les aspects environnementaux et pour le faire aussi, mettre les mains à la pâte, expérimenter tout ça. Et en fait, je me rappelle, j'ai retrouvé l'autre jour le premier four solaire que j'avais fait, je sais plus, j'avais 12 ans peut-être, 12-13 ans. Donc non, ça fait longtemps, je pense que j'ai un peu cette fibre-là. Ouais. Dans l'historique du Low-Tech Lab, en fait, on a commencé en 2013 avec l'idée d'aller dénicher des initiatives liées à l'approche low-tech un petit peu partout dans le monde et de passer du temps avec ces personnes-là pour que nous, on puisse monter en compétences et d'en profiter pour documenter et de partager en open source les pratiques et les techniques, notamment en utilisant Internet. Donc ça, c'était un peu les missions à la base. Et puis de fil en aiguille, il y a des gens qui ont commencé à nous dire nous, on aimerait bien agir aussi à notre niveau, dans notre ville, etc., etc. Et il y a des communautés locales du Low-Tech Lab qui ont commencé à se créer. Et du coup, l'association, maintenant, elle a beaucoup plus une mission d'accompagner des communautés locales à germer, que ce soit des organisations, des individus, pour qu'il y ait des impacts locaux qui puissent arriver. En gros, c'est un peu donner l'envie et les moyens pour que les gens puissent agir, en fait. Alors à la base, sur le wiki du Low-Tech Lab, c'est beaucoup de tutoriels de construction de choses techniques. Et puis, donc là, franchement, il y a plein de trucs. Ça peut toucher à la construction de capteurs air chaud pour se chauffer l'hiver avec le soleil, des chauffe-eau solaires, des choses concernant la gestion de l'eau, la récupération d'eau de pluie, la filtration, des choses liées au transport, la construction de vélos cargo. Enfin, franchement, ça peut toucher à tous les domaines. Et de plus en plus, en fait, puisqu'on parle d'approche low-tech, il y a des méthodes aussi qui arrivent. En fait, mettre en place une technique, si on n'a pas bien observé son contexte et si elle ne s'inscrit pas dans un plan d'action qui soit logique, pour respecter les limites planétaires et respecter des conditions de vie dignes pour les gens, ça n'a pas trop d'intérêt. Une technologie, c'est un moyen qui peut faire du bien comme du mal. Donc ça, c'est important de capter ça. Et du coup, il y a de plus en plus de méthodes qui émergent. Et c'est notamment le travail que je fais aussi un peu avec la base low-tech, de diffuser de la méthodologie liée à l'approche low-tech dans laquelle la technologie s'inscrit. Et ça, c'est très important. L'idée, c'est pas de cracher sur la high-tech et de tout mettre de côté. C'est plutôt de se dire, en fait, le vrai sujet de la low-tech, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de telle solution? Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Est-ce qu'elle est utile ou pas? C'est vraiment en fait de reposer la question du pourquoi et du besoin dans le respect des limites planétaires et dans le respect des conditions de vie des gens. C'est vraiment le truc de base. Et ensuite, quand on déroule le processus, si c'est justifié d'avoir par exemple un objet très high-tech, parce que dans un hôpital, c'est justifié d'avoir un scanner ou un IRM, alors il n'y a pas de souci. On sait qu'on va avoir des dégâts, mais par contre, ça va servir à plein de gens. Et par contre, il y a d'autres contextes où c'est pas du tout justifié d'avoir quelque chose d'high-tech. Et du coup, c'est vraiment de venir questionner le bon niveau technologique en fait. Et il est vraiment là le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de telle solution, et ensuite quel est le bon niveau de technologie pour y répondre. Pour pas gaspiller de matériaux, parce qu'en fait, on est sur une planète avec des limites finies, et ça, faut qu'on prenne conscience que quand les cales elles seront vides quoi. Ça va pas se remplir une deuxième fois. La contrainte, on peut la voir comme quelque chose de pénible, et on peut aussi la prendre comme une règle du jeu. Et à partir du moment où on voit la contrainte comme une règle du jeu, alors du coup ça booste la créativité. Et ça c'est vraiment, on l'a tous expérimenté, qu'on soit ingénieur ou pas en fait. Dès qu'on n'a pas beaucoup de ressources sous la main, hop, on se débrouille pour que ça fonctionne, etc. Donc ça c'est un premier point, la contrainte ça booste la créativité, puis ça peut vraiment devenir même ludique en fait, mais pour tout le monde, pas que pour les ingénieurs. Et concernant l'intérêt, effectivement il y a un intérêt croissant qui vient beaucoup par le monde de l'ingénierie et par le monde du design. Et ça, on l'a noté, moi je trouve depuis 2021, il y a un gros boom d'intérêt pour l'approche low-tech. Et ça concerne plein d'entreprises, des grosses entreprises comme des petites entreprises, des ONG, des écoles d'ingénieurs, des écoles de design. Il y a vraiment un gros intérêt, et aussi de la part des institutions publiques. Je pense à la région Bretagne par exemple, puisque en l'occurrence je viens de là-bas, qui a inscrit le soutien à l'innovation low-tech dans sa stratégie d'innovation. Il y a l'ADEME aussi qui est beaucoup sur le sujet. Donc c'est vraiment une approche qui est en train de devenir de plus en plus crédible pour
répondre de manière pragmatique et conviviale, ça c'est un truc qui est très important, la convivialité, aux enjeux en fait et au respect des limites qu'on a dans notre mode d'aujourd'hui en fait. Je trouve que l'approche low-tech, c'est d'abord de se dire est-ce que je peux aller chercher des solutions dans le monde du vivant, dans le monde de la biosphère, dans le monde de la sociosphère. Si on ne les trouve pas là, alors on va aller les piocher dans le monde de la technosphère. Mais si on peut mettre en œuvre de l'abondance dans le vivant, alors il faut le faire parce que ça peut créer que du positif. On peut tomber dans des cercles vertueux. Là où dès qu'on touche à la technique, il y a de grandes chances qu'on ait des impacts négatifs. Donc il y a carrément des liens à faire. Parce que je pense qu'il y a de l'abondance à créer dans ce monde du vivant sans que ça ait d'impact négatif sur l'environnement et sur les êtres humains en fait. Pour être très honnête, moi maintenant je fais exprès de me mettre un petit peu des écoutilles par rapport au flux d'informations négatives qui nous arrivent dans les oreilles en permanence pour me concentrer sur le champ d'action que j'ai à mon niveau. Donc je n'ai pas une très bonne connaissance des grandes statistiques, si ça va dans le bon sens ou pas, mais de ce que je perçois à mon niveau, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se questionner, qui comprennent qu'il y a des grands enjeux environnementaux, sociaux, auxquels il faut faire face, et qui sont en train de se dire comment j'agis à mon niveau. Donc ça passe des fois par des phases un peu d'éco-anxiété par exemple, ou de tiraillage entre ses valeurs et ses actions, mais ça veut dire qu'on va se mettre en action derrière. Et comme en fait n'importe quelle entreprise c'est d'abord constitué d'humains, moi je pense que là-dessus je suis assez confiant que les choses sont en train de bouger. En tout cas c'est quelque chose, depuis 2021 je trouve qu'il y a un vrai intérêt pour passer à l'action concrète et se relever les manches quoi. Alors la base low-tech c'est l'idée de faire un lieu pour aller creuser le sujet de l'approche low-tech en contexte professionnel. Moi ayant un fort attrait pour tout ce qui est artisanat et paysannerie, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aller creuser ce sujet-là, aussi parce que le fil rouge alimentaire permet en fait d'aller toucher à l'énergie, à la gestion de l'eau, etc. Et le fait de créer un petit lieu d'activité complémentaire autour de ce fil rouge-là, en fait c'est un bon prétexte pour venir transmettre l'approche low-tech de manière générale. Et ça en fait, peu importe les structures, peu importe leur mission, leur secteur, en fait l'approche low-tech, c'est assez transverse, on peut l'appliquer un peu partout. Et aujourd'hui les gens ils ont besoin d'exemples concrets pour se dire ah ouais en fait on peut passer à l'action, on peut commencer petit et puis faire grandir le truc tranquillement. Et la base low-tech ça a vraiment cette vocation là, mettre en œuvre, faire de la recherche-action et puis transmettre l'approche low-tech de manière large quoi. Ouais c'est une super question en fait parce que je pense qu'il est tout le truc, il est vraiment là le sujet. C'est que ce qu'on appelle la transition, pour moi, c'est pas du tout une histoire de transition technologique, c'est avant tout une histoire de transition culturelle et de changement de logiciel de pensée dans nos sociétés. Et ça, c'est vraiment le truc de base qu'il faut comprendre, c'est que c'est par le changement de notre état d'esprit que le reste va découler. Les technologies, en fait, ça fait très longtemps qu'on les a pour répondre à nos besoins. Et oui, en fait, il y a le sujet pragmatique qu'il faut faire attention à notre consommation, à nos émissions de carbone, etc. Ça, c'est pour respecter les limites planétaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a en regard de ça la manière dont en tant qu'être humain on peut répondre à nos besoins et on peut s'épanouir aussi de notre petit laps de temps sur Terre. Et ça je trouve que c'est un truc qui est souvent mis de côté, dont on ne parle pas dans les médias. On parle souvent du changement climatique, on oublie que là-dedans il y a l'humain qui doit s'épanouir. Et ça moi en tout cas je suis de plus en plus alerte là-dessus et à proposer de la méthode concrète pour passer à l'action, parce que quand on donne à quelqu'un la capacité d'agir, à son niveau, on va retrouver de l'épanouissement. Moi, je me suis longtemps questionné sur pourquoi est-ce que les gens ils venaient vers l'approche low-tech par le bricolage, et moi le premier. Et en fait, c'est tout simplement que quand on bricole, même si c'est un truc un peu bancal qu'on a fabriqué, on retrouve de la capacité d'agir, on se dit ah ouais, au moins ça je sais le faire. Et ça, il y a un vrai truc là-dessus pour les gens, et notamment ce qu'on appelle les cols blancs, les gens qui se retrouvent dans les bureaux, qui peuvent parfois souffrir de manque, la sensation de manquer d'utilité. Le fait de remettre les mains dans le concret, de se relier en fait à des choses très pragmatiques, de produire de l'alimentation, même si c'est pas une visée d'autonomie ou quoi que ce soit, on reprend du pouvoir d'agir. Et donc ça crée de l'épanouissement. Et je trouve que l'approche low-tech, elle a ça de bien, c'est qu'elle touche à la fois à répondre de manière pragmatique aux enjeux environnementaux, et puis aussi à l'épanouissement et à apporter des conditions de vie dignes aux gens en fait. Et je pense effectivement que dans notre société, il y a une distension, on va dire, entre maintenant les valeurs des gens qui comprennent un peu les enjeux et puis qui dans leur quotidien peuvent se sentir un peu coincés, et puis ce qu'ils voudraient faire et leur action dans leur quotidien. Donc les gens se mettent en mouvement pour raccorder les deux. Il y a un critère très important dans l'approche low-tech qui est celui du degré d'autonomie. L'autonomie, ça ne veut pas dire être tout seul dans son coin et répondre à tous ses besoins, c'est plutôt de se dire de qui et de quoi j'ai envie de dépendre.
Et le fait de choisir des dépendances qui sont proches, qu'on peut palper, qu'on peut voir avec nos yeux, etc., que ce soit des êtres humains, parce que c'est les maraîchers, maraîchères d'à côté qui vont nous fournir de l'alimentation, ou des technologies comme des phytoépurations, etc., en fait, on va savoir de qui et de quoi on dépend, ça va créer de la sécurité, et en plus, ça crée de la responsabilité, parce que en fait, si on voit que le maraîcher, maraîchère d'à côté, ça va pas très bien, on va peut-être être tenté de contribuer à son modèle. La phytoépuration, si on l'a devant les yeux, et qu'on sait qu'on dépend de ce système-là pour son assainissement, on va pas s'amuser à verser dans son évier un vieux fond de peinture ou du white spirit, alors que c'est la même chose qui se passe aux abords des villes. Pour l'énergie, c'est pareil, en fait, c'est facile d'avoir un fil qui arrive dans notre maison avec de l'énergie limitée. Quand on commence à avoir de la production plus locale, et ben en fait, on commence à mieux respecter, donc à se dire, ah, il y a des quantités finies. Et oui, je pense que le fait de revenir à du plus local, mais dans le respect, dans la communication avec tout le monde, c'est un trait fort, ouais, de l'approche low-tech et puis de ce qui pourrait être pas mal pour la suite, je pense.